merci beaucoup infiniment, très chaleureusement à Samuel pour l'invitation. Je suis très émue. Mais voilà. Alors, terminer après toutes ces interventions en parlant de la psychiatrie de la personne âgée, c'est une sacrée gageure. Donc au début, ça va sûrement être un peu plombant. L'idée, c'est qu'au début, ça commence un peu raide. Et je vais finir avec un petit peu d'optimisme quand même, parce que moi aussi, je suis une psychiatre optimiste. Donc, je suis Cécile Hanon, je suis médecin psychiatre. Je suis psychiatre de l'adulte et de la personne âgée et je travaille donc au Centre ressources régional de psychiatrie du sujet âgé, qui est le premier et le seul en France pour l'instant, qui est situé à l'hôpital Corentin-Selton à Issy-les-Moulineaux, juste de l'autre côté du périphérique, au sud de Paris. Et je suis responsable de l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, donc EMPSA, EMSA, parce que nous on aime ça, du 92 Sud. Alors, la France vieillit. Ça, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Pour vous donner un peu une idée des chiffres, c'est qu'on va être bien entouré par nos seniors d'ici pas très très longtemps. Actuellement, à peu près 20% de la population française a plus de 65 ans. Et en 2070, ça va passer à plus d'1 sur 3. Donc, qui sera avec nous assis à côté dans le bus ou en tout cas dans nos patients. L'espérance de vie à la naissance va continuer d'augmenter beaucoup. Aujourd'hui, quand on est une femme, on peut vivre 85 ans. Les femmes qui naissent aujourd'hui ont une espérance de vie à la naissance de 85 ans et qu'on va prendre encore quelques années. Et ainsi que l'espérance de vie à 65 ans. Ce qui est plus intéressant, c'est celui qui s'appelle ESVI, l'espérance de vie sans incapacité. Parce que finalement, c'est celle-ci qui nous intéresse, ce qui veut dire qu'à 64 ans à peu près, jusqu'à 64 ans, on est tranquille, bon pied, bon oeil. Et les problèmes vont commencer après 64 ans, 63 ans pour les hommes. Ce qui veut dire que quand on est amené à vivre 85 ans, je dis pas ça pour ma belle-mère qui est dans la salle. Elle n'a pas entendu, tout va bien. Ce qui veut dire que quand on va quand même avoir 20 ans, possiblement, de vie un petit peu problématique, un petit peu avec des incapacités, avec des mots qu'on n'aime pas comme dépendance, handicap, tout ça, c'est pas très heureux. Donc c'est quand même un objectif majeur de santé publique, c'est aussi... ce qui veut dire qu'un des objectifs majeurs de santé publique, ça va quand même être d'essayer que ce ratio-là de l'espérance de vie en bonne santé soit le plus élevé possible. Donc l'objectif 2020, c'est-à-dire vraiment demain, déjà plus 2 ans. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour ceux qui ont 64 ans aujourd'hui, c'est beaucoup. Alors, donc la société vieillit, la France vieillit, mais la société s'adapte. Et donc, il y a eu la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a été promulguée il y a 2 ans. Avec plein de mesures dedans, très plutôt positives et plutôt enthousiasmantes, pour pouvoir changer le regard sur la vieillesse. Quand on a fait le constat que tous ces chiffres-là nous faisaient un petit peu peur et on a parlé du tsunami gris, un petit peu effrayant, on s'est dit il fallait quand même se mettre en mouvement dès maintenant pour pouvoir un petit peu... Alors, promouvoir le bien vieillir, des fois c'est un gros mot, des fois ça l'est pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que derrière cette terminologie de promouvoir le bien vieillir, il ne faut pas imaginer que ça veut dire ne pas vieillir. Ça veut dire plutôt essayer d'assumer et de vivre son vieillissement de la meilleure façon possible. Alors la loi, elle a 3 axes, l'anticipation, l'accompagnement et l'adaptation. Donc l'anticipation, ça va là, voilà. Donc là, je vous cite un petit peu les différentes choses que cette loi a réussi à mettre en place et à promulguer. Donc des actions au niveau de la prévention du suicide, au niveau de la lutte contre l'isolement et au niveau de la prescription des psychotropes, donc les 3 poisons qui vont embêter les personnes âgées du côté en tout cas des troubles psychiques. Pour l'adaptation, il y a des choses qui sont mises en place sur l'adaptation des logements, l'adaptation de nos villes et l'adaptation des transports. Et notamment, tout ce qui va être autour du choix du lieu de vie, des opportunités de logement avec des maisons de retraite qui vont se mettre à côté avec un étage adolescent, un étage personnes âgées, des nouvelles innovations qui vont se faire au niveau de nos sociétés. L'apport aussi des nouvelles technologies, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais
Ça n'est pas que mauvais, les robots. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe de la loi, c'est sur l'accompagnement, avec des choses qui ont été très importantes et qui étaient très demandées par les associations de famille. La création du droit au répit, la création reconnaissance d'un statut pour les proches aidants, notamment en cas donc surtout pour les gens qui s'occupent de proches qui ont une maladie, l'Alzheimer, et la réaffirmation des droits fondamentaux. Je parlais du choix du lieu de vie, la diapo d'avant, c'est vraiment réaffirmer la liberté d'aller et venir, et tout ce qui est à faire aussi au consentement, à l'accompagnement et à la réforme des mesures de protection juridique. Alors la question clé, c'est à quel âge on devient vieux. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord d'âge et que c'est très compliqué de trouver un cut-off, en tout cas au niveau de l'âge, même si à un moment donné, il va falloir le trouver. Il y a d'abord la société qui nous renvoie à peu près à 60-62 ans, que notre vie professionnelle, elle s'arrête. Il y a la carte senior qu'on va pouvoir récupérer auprès de la SNCF. Il y a notre carte qu'on va pouvoir justement dire que ça y est, maintenant on a le droit d'avoir le tarif réduit au cinéma. Voilà. Donc ça, c'est plutôt dans les 60-62 ans. Il y a les mesures d'allocation, c'est-à-dire que tout ce qui va être du registre du handicap, de la MDPH, tout ce qui va être versé par la CAF, ça va jusqu'à 60. À partir de 60, on passe sur un autre modèle de financement. Donc tout ce qui est la pension de retraite, l'allocation personnalisée à l'autonomie, ça c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui s'occupe de le payer. Donc la société à un moment donné a dit à 60 ça s'arrête, ou à 60 ça change. Et puis ce qui est drôle, c'est la question qu'on avait que l'Institut la l'IFOP avait posée, a dit selon vous à quel âge on devient vieux? En moyenne, les Français interrogés avaient répondu 69 ans. Ok. Sauf que ceux qui avaient 25 ans avaient plutôt répondu 61 ans, et ceux qui avaient 65 ans avaient dit 77 ans. Donc on voit bien que là, le cut-off, il n'y est pas. Et puis il y a les critères physio-biologico-médicaux. Alors c'est pas un gros mot, mais effectivement, ça c'est des critères que le sanitaire s'est fixé. En général, en gériatrie, on s'est basé sur le taux de dépendance et sur l'espérance de vie à la naissance. Donc les gériatres, eux, ils sont très stricts. Et ils disent, nous, on s'occupe des personnes âgées, en tout cas, notre job, il commence à 75 ans. Peut-être même bientôt, il va commencer à 78 ans. Et puis nos unités d'hospitalisation, elles acceptent que des gens après 80 ans. Et puis, en général, notre cible à nous, c'est plutôt les 90-95 ans. Et vous verrez aussi, en maison de retraite, maintenant, on n'y rentre plus comme on y rentrait avant, à l'âge de la retraite. On rentre en maison de retraite quand on a 95 ans, à peu près. Et la psychiatrie, les psychiatres du personne âgée se sont situés un petit peu différemment, ils ont une position un petit peu de côté, parce que le cerveau vieillit, le psychologique vieillit, et les malades psychiatriques ont de fait une morbidité prématurée. Ils ont en général 15 à 20 ans d'espérance de vie en moins, et ce qui fait que nos patients dont on s'occupe depuis qu'ils ont leur maladie, depuis qu'ils ont 30-40 ans, ils ont finalement ils vieillissent plus vite, plus tôt. Et eux, finalement, les psychiatres d'adultes, les psychiatres de l'âgé se sont dit, finalement, à 65 ans, c'est peut-être le moment de s'occuper d'eux, ou en tout cas d'avoir une expertise. Et donc je vous disais, voilà, au milieu de tout ça, vous prenez le jeu du Bogle, là, je ne sais pas si qui connaissent, vous mélangez tout ça, et puis vous avez votre sentiment à vous, votre sentiment subjectif de votre vieillissement. Effectivement, quand on a 25 ans, on n'a pas le même sentiment de vieillissement que quand on en a 65. Et avec tout ça, vous faites un petit mélange. Je cite très souvent ce livre de Baudrillard qui s'appelle Cool Memories, où il décrivait ce que je vous donne à lire ici sur son sentiment à lui de son vieillissement, le jour où il a vécu le premier jour du reste de sa vie. Alors je vous le lis jusqu'ici. J'avais grandi, progressé, espéré des expériences nouvelles et toujours plus intenses. Et puis un jour, j'ai senti que c'était derrière moi. Le grand amour, mon meilleur livre, mes enthousiasmes les plus forts. C'est fait, c'est comme ça. C'est ici que commence le reste de ma vie, le reste de la vie. Le reste est ce qui vous est donné par surcroît, et il y a un charme et une liberté particulière à laisser se dérouler n'importe quoi, avec la grâce ou l'ennui d'un destin ultérieur. Et je trouve que finalement cette définition dans le vécu intime et subjectif de son propre vieillissement était assez bien vue. Alors quand on est vieux et en plus on est psy, c'est la double peine. C'est la double peine. Alors tout ça, ces chiffres un peu et ces diapos, c'est pour vous montrer à quel point la maladie psychique n'épargne pas les personnes après 65, après 70, après 75 ans. Et finalement, tout ce qui est données épidémiologiques montre que la maladie psychiatrique est vraiment majeure et très importante et très préoccupante.
pour nos seniors, pour nos aînés. Donc en vrac, voilà, cause d'incapacité, prescription des psychotropes, c'est une catastrophe. Quand on est psychiatre, on a un vrai revolver avec des capsules de médicaments dedans quand on prescrit nos médicaments pour nos patients. Faut savoir qu'en France, on a un médicament par décade sur son ordonnance, et donc passé 70 ans, on a 7 médicaments sur son ordonnance, et plus on a de médicaments, et plus on a d'effets secondaires, et plus je vois qu'il y en a qui disent qu'ils en ont aucun sur leur ordonnance, c'est bien. Mais voilà, la moyenne française, en tout cas, c'est ça. Et voilà, on prend des risques de iatrogénie dans notre bonne âme et conscience. On se dit, on va donner des bons médicaments, et en fait, on fait des effets secondaires. Le taux de suicide est très important, il augmente à partir de 65 ans. Le taux de suicide augmente. On n'arrête pas de se suicider parce qu'on vieillit. Il n'est pas normal de déprimer, il n'est pas normal de se suicider, même si les suicides philosophiques existent, après 70 ans, après 75 ans. Et effectivement, quand on fait une tentative de suicide après 75 ans, elle est réussie. Donc il y a un ratio de tentatives de suicide pour suicide réussi qui se rapproche du 1. Alors on est vieux, on est psy et puis on est seul. Alors on est vieux, on est psy et puis on est seul. Alors là c'est la triple peine. Effectivement, donc il y a ce facteur d'isolement social qui est très important dans notre pays. Alors j'ai des données pour l'Île-de-France mais qui sont réplicables ailleurs. Voilà, 10% des plus de 75 ans, 30% des plus de 90 ans vivent en EHPAD. Mais donc, en fait, aussi, on est en EHPAD parce que vivre seul avec un petit peu de dépendance, c'est compliqué. Et quand tout ça est débordé, on peut aller en EHPAD. Cela dit, on est toujours très seul en EHPAD. Ça n'est pas une réponse à l'isolement. Alors pour toutes ces raisons-là, et puis plus encore d'autres, l'ADHOS en 2007 et le SROS Psy, il y a moins de longtemps que ça, il y a 5-6 ans, a dit il faut faire quelque chose pour la psy, il faut un petit peu la rendre plus lisible. Il y a plein de gens qui font des choses dans leur coin, mais voilà, les choses sont très, très, très mal structurées, donc il faut pouvoir graduer, structurer les choses. Très bien, prenons de la structure et essayons de développer les choses. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, tout ça c'est très clair. Et donc dans ces petites alinéas, il y avait donc le niveau 2, développer les équipes mobiles intersectorielles d'évaluation. Super. Ça c'était 2007. Et puis niveau 3, développer des centres de référence. Donc ça a permis en tout cas, cette structuration-là, d'impulser des choses, d'impulser des financements aussi, parce que finalement les ARS se sont mis à financer des choses. Cerise sur le gâteau, cette année 2018, la reconnaissance de la psychiatrie de la personne âgée comme une surspécialisation de la psychiatrie. Et ça, c'est une révolution pour nous, les psychiatres de l'âgé, de voir que, ça y est, il va y avoir, à l'instar des pédopsychiatres, des psychiatres de la personne âgée. Il y a une option qui va être, qui va exister. Il va y avoir des corpus de formation, il va y avoir des postes, il va y avoir de l'émulation intellectuelle. Et probablement, voilà, les choses vont encore plus pouvoir bouger grâce à cette reconnaissance qui est au travail depuis une quinzaine d'années. Et on était un des derniers pays en Europe à pouvoir s'être structuré comme ça. Je reprenais un petit peu d'historique, mais qui a déjà été bien tracé par Nicolas Pastour et Serge Canas ce matin. Donc peut-être que je vais passer vite là-dessus, sur l'organisation du secteur, les missions du CMP. C'était surtout pourquoi la mobilité avait eu cette histoire en psychiatrie. Donc je crois que je vais passer rapidement, finalement, et vous parler de la création des équipes mobiles en psychiatrie de la personne âgée. Elles se sont créées en France donc, depuis à peu près 2007. Il y en a, alors vous allez voir, j'ai essayé de faire un recensement national, mais j'y suis pas arrivée, parce que j'ai écrit aux ARS de toutes les régions de France et que je n'ai pas eu la réponse. Donc pour l'instant, on passe des coups de fil, on essaye de faire un peu un recensement fait maison. Mais en général, les équipes mobiles de psychiatrie de la personne âgée ont des typologies d'intervention suivantes. Il y a celles qui font du suivi, de l'accompagnement, de la crise, de l'évaluation et de l'orientation. Les EMSA, quand elles sont sur un cahier des charges intersectoriel avec un grand dimensionnement, avec un grand bassin de vie, sont des équipes d'évaluation et d'orientation. Alors la mission des EMSA sont le titre au nombre de 3. L'évaluation et donc l'orientation, la coordination et la formation. L'idée est donc d'aller au domicile des gens, domicile et maison de retraite et EHPAD,
pour aller rencontrer des personnes de plus de 65 ans qui présentent des troubles psychiatriques. L'évaluation, elle est pluriprofessionnelle, elle est multimodale, elle est en situation de vie et on peut prendre le temps comme ça de poser un petit peu, de discuter avec les équipes, de discuter avec l'entourage et de pouvoir commencer par poser un diagnostic, ce qui n'est pas, ce qui est 50% des personnes pour lesquelles on nous appelle, où on dit il y a des troubles du comportement. La grande malle aux troubles du comportement. Et donc on peut aller au moins pour poser un diagnostic et éventuellement proposer une thérapeutique. L'idée ensuite de l'orientation et de la coordination va être de s'articuler avec le réseau existant. Alors la psychiatrie de la personne âgée, c'est un peu comme la pédopsie, il y a des millions de couches, des millions d'acronymes, il y a des MAIA, il y a des CLIC, il y a des PAERPA, je pourrais vous citer un nombre d'acronymes incroyables, donc personne ne comprend rien. Et nous, notre idée est d'essayer de faire un petit peu le tri dans ce millefeuille et d'essayer, avec cette connaissance de réseau qu'on peut avoir, d'essayer d'orienter, de fluidifier, de dire c'est peut-être vers telle personne qu'il va falloir aller. Et puis, une fois qu'on a posé le diagnostic, de pouvoir savoir si finalement c'est de la psychiatrie dont on doit parler, si c'est plutôt de la gériatrie, s'il y a des troubles démentiels associés ou pas. Et d'identifier un petit peu et de pouvoir se mettre dans la coordination pour la personne. Les actions de formation, elles sont essentielles dans la mesure où on se rend compte qu'effectivement la psychiatrie, ça fait peur, et que ça fait peur parce qu'on ne la connaît pas. Et essentiellement dans les institutions pour personnes âgées, il est très clair qu'on entend tout le temps les personnels ne sont pas formés, on ne sait pas faire, on ne sait pas leur parler à ces gens étranges qui présentent des problèmes psychiatriques. Donc les actions de formation auprès des professionnels sont hyper importantes, de pouvoir faire cette acculturation des équipes pour éviter la stigmatisation, pour éviter des mauvaises appréhensions de la personne. Et ça, c'est hyper important. Donc, on est vraiment dans ça. Donc, en général, les EMSA, il y a la nôtre, mais il y en a plein d'autres. Donc, se sont fixés des âges différents. Il y a des EMSA qui s'occupent des personnes à partir de 60, d'autres 75, d'autres 65, qui vont donc à domicile ou en EHPAD. Là encore, il y a des EMSA qui ne vont que en EHPAD, d'autres qui font les deux. En général, donc, par des signalements de professionnels partenaires. Certaines équipes aussi sont mobilisables sur signalement des personnes. Donc là, voilà, donc, tout type de professionnels. Les équipes y vont en général avec une information de la personne. Nous, on appelle la personne pour lui dire qu'on va venir la voir, même si elle est en maison de retraite. Et ça, c'est une gageure, parce que le nombre de personnes qui ont un téléphone en maison de retraite se compte sur le doigt d'une main. Donc pour arriver à voir la personne directement et pas pouvoir arriver à l'improviste dans une chambre, c'est pas simple. Et puis voilà, donc on fait cette évaluation, un diagnostic, une proposition une préconisation thérapeutique, qu'elle soit prescription ou pas prescription. Je dirais la majorité des cas, on déprescrit. Une de mes amusements les plus importants, c'est de déprescrire et de nettoyer les ordonnances, justement, et d'expliquer aux gens que oui, on va peut-être pouvoir arrêter les médicaments et que oui, ça va peut-être pas être la catastrophe. Et par rapport au suivi, là aussi, c'est très variable en fonction des équipes, en fonction surtout du dimensionnement des équipes, tant par la population qu'elle dessert que par le nombre de personnes qu'elle a. Et donc, il y a des équipes, je dirais, plus sectorielles ou de plus petite importance qui peuvent se dire qu'elles font du suivi. Nous, typiquement, on a décidé de faire 4 interventions. Une équipe ce matin disait qu'ils étaient à 10 interventions. Nous, on est à 4 interventions avec une temporalité extensible, mais effectivement, on ne fait pas de suivi au long cours. Juste une slide pour vous montrer un petit peu notre équipe à nous. Donc, vous avez l'Île-de-France là-haut, la toute petite banane qui fait le long de Paris, c'est les Hauts-de-Seine, et nous, donc, on est sur le sud des Hauts-de-Seine. Mais c'est quand même un bassin de vie de 500 000 habitants, on couvre 15 communes, 7 secteurs de psychiatrie adulte, et on a l'avantage de travailler avec 3 hôpitaux psychiatriques, ce qui est un dispositif assez original. Du fait, on travaille avec 10 CMP, du fait, on travaille avec 10 équipes différentes, du fait, quand on va faire des relais de suivi avec ces équipes de CMP, ça nous permet de pouvoir travailler avec ces différentes équipes, de faire des VAD conjointes et des VAD communes avec les soignants des différents CMP. J'ai beaucoup aimé l'idée du tremplin. Alors avec les vieux, si on les fait sauter trop, on risque d'avoir des cols du fémur qui se cassent. Mais effectivement,
L'idée, voilà, c'est qu'on va s'adapter, nous aussi, finalement, au mode de fonctionnement, au mode de travail des différentes personnes dans les CMP, des différents soignants en ressources qu'on peut avoir. On a la chance d'avoir sur notre même territoire un réseau de santé gérontologique et une équipe mobile de gériatrie externe, ce qui est vraiment du luxe. Hein. On est assez bien doté dans les Hauts-de-Seine, effectivement. Et voilà. Alors, donc je vous disais que j'avais essayé un petit peu de cibler ce qui se faisait comme équipe mobile. Alors j'ai commencé par l'Île-de-France, parce que c'est le plus simple, c'est là où je travaille. Donc en Île-de-France, on a un centre ressources, hein. Donc un centre ressources CRRPSA, un centre ressources qui veut dire qu'on a une plateforme d'information qui est à disposition, voilà, ce qui nous permet d'impulser beaucoup de choses. Hein. Et donc il y a 13 équipes mobiles de psychiatrie de sujets âgés sur les départements. Paris Intramuros, c'est une organisation un petit peu différente avec 9 équipes qui sont plutôt sectorielles. Et on a créé un groupe fédératif, il y a maintenant quelques années de ça, donc une fédération des EMSA Île-de-France qui fait qu'on se réunit régulièrement dans l'année pour mener des groupes de travail, des groupes de réflexion entre nous. On est tous des petites équipes dimensionnées entre 4 personnes à 10 personnes maximum. Et on a trouvé des idées, des intérêts communs, ça c'est cool. Et donc on fait des groupes de travail à l'année. On va faire donc un groupe de travail sur le Diogène, un groupe de travail sur la télémédecine, les parcours de soins, sur les actions de formation. Et on organise une journée annuelle des EMSA Île-de-France. Les thématiques des années précédentes, c'était le refus de soins, le rétablissement, les liens familiaux. Et cette année, c'était les institutions. C'était il y a 10 jours de ça à Paris. Et donc ça donne un peu une émulation et en tout cas aussi beaucoup de partage d'expériences et de partage des pratiques sur des petites équipes qui parfois peuvent se sentir isolées, mais justement le fait de pouvoir échanger avec les pairs est intéressant. Alors, mon listing n'est absolument pas exhaustif puisque pour l'instant c'est l'état de mes recherches. Si dans la salle il y a des gens qui me disent il manque des informations, au contraire je suis preneuse et venez me donner des informations pour que je puisse un peu agrandir mes données. Alors en PACA, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai dénombré 4 EMSA, une à Marseille, une à Nice-Menton, une à Fréjus et une à Pierrefitte du Var. Donc voilà, là il y a 4 EMSA sur le PACA. Les Rhône-Alpes ont été très 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 prolixes puisque en 10 ans ils sont passés de 0 à 16 équipes mobiles. C'est bon. Dans les Hauts-de-France, il y a 8 équipes mobiles. Donc, alors eux, c'est plutôt de la psychogériatrie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a moins de psychiatres que de gériatres dans leurs équipes. En Haute-Vienne, une pour tout le département. En Normandie, à Sotteville-les-Rouen, sans S à Rouen, il y a donc une équipe mobile et qui fait de la télépsychiatrie et qui vous fera une présentation, je crois bien demain, dans un atelier. Et j'en ai fini avec ma dernière diapo et un peu de réflexion sur ce que je trouve de passionnant avec le travail psychiatrique en mobilité, qui détient ce je ne sais quoi et ce presque rien, comme disait Jean Kelevitch, c'est la psychiatrie qui surprend et qui est en équilibre sur la pointe de l'instant. Je trouve que la mobilité rime avec la temporalité, surtout auprès des personnes âgées qui ne bougent plus et pour qui le temps a pris une autre dimension. C'est vrai que les mouvements se raréfient. On va du chez-soi à une institution, de la chambre réfectoire, et puis du fauteuil au lit, et puis du lit au lit. Le temps se rétrécit également, alors même qu'on peut enfin en profiter, maintenant qu'on ne travaille plus et qu'on est à la retraite. Et finalement, celui des rencontres aussi. Je me rappelle d'une patiente qui me disait « En fait, maintenant, je ne rencontre plus que des gens que je paye. Je n'ai plus que mes infirmières, mes aides ménagères et les portages de repas qui viennent et je n'ai plus d'autres possibilités de rencontres. » Et alors nous, on était gratuits, donc c'était plutôt heureux pour elle. Et voilà, la question que je lance à la réflexion, c'est cette question du numérique, puisque effectivement, télépsychiatrie, réalité virtuelle, c'est des choses qui arrivent, la robotique, etc. Je pense qu'il ne faut pas louper ce tournant du numérique qui est déjà de toute façon à notre porte, hein, mais aussi arriver à faire ce lien entre la mobilité, qu'il ne faut pas qu'elle devienne virtuelle, il faut qu'on soit toujours mobile, qu'on puisse arriver à rester cohérent avec des écrans, avec de la virtualité. Voilà, donc c'est juste une piste de réflexion. Et je vous remercie de votre attention.